Alors, on arrive à la quatrième partie. Donc, dans les trois premières parties du livre, on se rend compte que la vie a quand même de bonnes chances d'avoir émergé au moins quelque part dans la galaxie. Du coup, si la vie peut évoluer jusqu'à l'intelligence et jusqu'à des civilisations extraterrestres, où se cache-t-il? Où peuvent se cacher ces extraterrestres? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que on a dit que la vie, a priori, est susceptible de se développer assez facilement sur de nombreux environnements planétaires. Il se trouve que rien que dans notre galaxie, il y a 400 milliards d'étoiles. On sait aujourd'hui que la majorité de ces étoiles abritent des systèmes planétaires. Donc déjà, il paraîtrait quand même surprenant que sur ces 400 milliards d'étoiles, la Terre soit la seule qui ait vu le développement de la vie. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, est-ce que développement de la vie, ça veut dire forcément développement de la vie intelligente? L'intelligence, est-ce qu'elle émerge forcément? Il faut bien voir que sur Terre, en fait, le développement de l'intelligence, ça a été quand même un processus assez naturel. Je m'explique. Au niveau de l'exploitation de l'énergie, la vie se répartit en, la vie macroscopique, se répartit en deux grandes catégories, la flore et la faune. Pourquoi cette distinction? Elle est due à la distinction entre deux sources d'énergie bien distinctes. L'énergie du soleil et l'énergie de l'oxygène. Pour capter l'énergie du soleil, il faut, je vous ai dit, une grande surface déployée au grand jour. Et donc, il faut des structures très encombrantes. C'est la flore. Structure très encombrante, ça veut dire des structures peu mobiles. Qui dit structure peu mobile dit une faible nécessité d'un développement de l'intelligence. Par contre, l'exploitation de l'oxygène. Il suffit de structures repliées sur elles-mêmes. J'ai pris l'exemple de la mitochondrie, du poumon. Et donc, on a des êtres vivants beaucoup plus ramassés, qui ont beaucoup moins de surface, et donc une mobilité beaucoup plus grande. Il se trouve que cette mobilité, c'est un atout crucial pour la faune, pour les animaux, parce que ça permet d'aller chercher une source d'énergie supplémentaire, qui est la nourriture. Cette mobilité permet ça. Le problème, c'est que la mobilité, c'est aussi un gouffre d'énergie. Ça pompe énormément d'énergie, le fait de bouger. Donc, l'idée de la nature, enfin la sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché à optimiser l'acquisition d'énergie, l'acquisition de nourriture, en diminuant le plus possible les pertes d'énergie dues à la mobilité. C'est quoi qui permet ça? C'est l'intelligence. On voit que le développement d'intelligence au niveau de la faune, c'est un développement logique par la sélection naturelle, du fait que ça permet d'optimiser l'acquisition du maximum d'énergie possible. Alors, donc sur Terre, l'intelligence s'est développée jusqu'à l'homme, et là il y a quand même une question. L'intelligence de l'homme, elle paraît quand même nettement supérieure à celle du chimpanzé. Et on a l'impression qu'il y a un fossé quand même qui s'est créé là, entre l'homme et le chimpanzé. Alors ça fait poser des questions. Il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans l'histoire de l'évolution de l'homme, sur les derniers millions d'années, il y a presque toujours eu un très grand nombre d'espèces qui ont coexisté, des espèces intelligentes, qui ont coexisté sur Terre. Et ce n'est que très très tardivement, juste à la fin, que l'Homo sapiens, il a fait le ménage parmi tous ses rivaux pour être l'unique espèce de grande intelligence sur Terre. Donc en fait, terminé par l'homme de Néandertal, qui a disparu assez récemment. Donc le fait que l'Homo sapiens, que l'homme ait une intelligence très distincte des animaux, c'est pas dû au fait que l'intelligence ne serait apparue, enfin la grande intelligence on va dire, ne serait apparue qu'une fois dans l'histoire de la Terre. Elle est apparue plein de fois. Mais c'est l'Homo sapiens lui-même qui a fait le ménage, sans doute parce que les espèces intelligentes occupent la même niche écologique, et donc qu'elles sont en compétition farouche. Eh bien, c'est lui qui a fait le ménage pour éliminer tous ses rivaux. Donc le fossé par rapport au chimpanzé dont je parlais, a priori, c'est l'homme qui l'a créé, c'est pas la nature. Ça aussi, c'est assez encourageant par rapport à la vie sur d'autres planètes, c'est-à-dire que c'est pas la nature qui empêche le développement de l'intelligence, c'est l'Homo sapiens lui-même, c'est l'homme lui-même qui a éradiqué les rivaux qui existaient. D'ailleurs, aujourd'hui, même les grands singes sont menacés, donc on voit que la volonté d'éradication des autres espèces intelligentes par l'homme est assez poussée quand même. Voilà, alors ensuite, dernier point par rapport à cette vie intelligente, on a vu la vie a de bonnes chances de se créer, le développement de l'intelligence est naturel. Maintenant, par rapport à notre apparente solitude, est-ce que ces civilisations extraterrestres peuvent coloniser d'autres planètes, peuvent s'étendre au sein de la galaxie? Est-ce que le voyage interstellaire est envisageable? Il se trouve qu'aujourd'hui, l'humanité est incapable de réaliser un vaisseau interstellaire. Est-ce que physiquement, c'est quand même envisageable? La réponse est oui.
physiquement la création d'un vaisseau qui va d'une étoile à une autre, en emportant de la vie, en emportant les êtres vivants, c'est tout à fait envisageable, alors sur le long terme, mais il n'y a rien physiquement qui peut empêcher ce voyage. La seule contrainte, c'est la contrainte de la vitesse de la lumière. Il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière, donc il faut forcément beaucoup de temps pour aller d'une étoile à une autre. Donc à partir de là, c'est là qu'on peut se demander, du coup, pourquoi, si les civilisations extraterrestres sont si nombreuses rien qu'au sein de notre galaxie, pourquoi aucune n'a jamais atteint la Terre, et pourquoi aucune ne s'est jamais installée sur Terre. Dans l'histoire de la Terre, il n'y a rien qui montre des vestiges de civilisations d'extraterrestres qui se seraient installées puis éventuellement reparties. D'autre part, on utilise depuis plusieurs décennies, déjà on essaie depuis plusieurs décennies de capter des signaux extraterrestres, des signaux artificiels, sous forme d'ondes électromagnétiques, par le biais du programme SETI. Les résultats ont toujours été négatifs. Pourquoi les extraterrestres sont-ils si discrets dans ce cas-là, s'ils existent un peu partout dans la galaxie? Alors, donc dans le livre, je propose plusieurs arguments, un certain nombre d'arguments. Là, je ne vais pas les présenter tous, j'en ai reporté que 3 ici. L'un des arguments les plus essentiels à mes yeux, c'est quand même l'idée que peut-être que finalement les formes de vie apparues sur différentes planètes pourraient être incompatibles. Alors qu'est-ce que j'appelle incompatible? Déjà, il y a peu de chances quand même qu'une vie apparue sur une autre planète, même si la planète est similaire à la Terre, il y a peu de chances qu'elle soit basée exactement sur les mêmes molécules complexes. On a vu la complexité, donc pour que ce soit exactement les mêmes molécules, il y a quand même eu des chances assez limitées. Ça veut dire que déjà, les deux civilisations ne sont pas compatibles en tant que source mutuelle de nourriture. C'est-à-dire qu'on serait incapable de manger un poulet extraterrestre. Tout simplement parce que les molécules du poulet extraterrestre ne seraient pas assimilables par notre organisme pour en exploiter l'énergie. Ça, c'est le premier point. Il y a plus important comme point par rapport à ça. Supposons qu'un extraterrestre vienne visiter la Terre, puis revienne ensuite sur sa planète. Il vient visiter la Terre, il y a de bonnes chances de rapporter des bactéries terrestres sur sa planète originelle. Supposons que les bactéries terrestres soient plus efficaces. Elles se développent sur sa planète originelle, et si elles se développent, ces bactéries plus efficaces peuvent phagocyter la vie locale sur cette autre planète. Autrement dit, c'est un danger. Le fait de voyager de planète habitée en planète habitée, ça peut être un danger de contamination important. Peut-être, c'est l'une des nombreuses hypothèses, bien sûr, mais peut-être que c'est ça qui pourrait expliquer le fait que les extraterrestres n'aient jamais cherché à coloniser la Terre, parce que dès le début, on a vu que dès le début, la Terre possédait de la vie à sa surface. Et peut-être que ça pouvait apparaître comme un danger, que ça peut apparaître comme un danger du point de vue de civilisation extraterrestre.